C'est très gentil de nous accueillir ici pour permettre aux entreprises manufacturières de découvrir les différents volets, en fait, pour soit amorcer des projets ou en poursuivre. Je suis le premier interlocuteur parmi mes trois collègues. On a essayé de vous créer une suite logique des choses là, pour qu'on puisse vous aider dans la compréhension et maximiser nos interventions. Question de vous laisser le plus de temps possible dans la période de questions qui va suivre. Donc, sans plus tarder, je vais débuter. Donc, nous, on est le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. On a mis sur pied au cours des 8 à 10 derniers mois l'initiative de l'usine bleue, en fait, qui est une plateforme de jumelage intelligent qui augmente la productivité des entreprises innovantes du Québec. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter juste un peu notre regroupement. Nous, on est un regroupement qui a mobilisé, en fait, plus de 130 leaders. On est présent dans les 17 régions administratives du Québec, là, donc on couvre vraiment tout le Québec. On représente un chiffre d'affaires consolidé d'1,5 milliard. On représente également un bassin de 6 200 emplois de haute qualité. On existe depuis 2005. Puis, on représente également 17 associations, groupes financiers, institutionnels et gouvernementaux qui font partie de notre regroupement. On est multisectoriel, donc on couvre tous les types de créneaux, là, autant l'agroalimentaire, l'agriculture, transformation métallique, la santé, et ainsi de suite. Donc, on couvre tous les secteurs. Puis, évidemment, on est multiprocédé. Ça, c'est un peu l'étendue de notre réseau. On n'a malheureusement pas tous nos membres qui sont présents dans cette cartographie-là, parce qu'à un moment donné, il y a des limites à en mettre dans une page, mais essentiellement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une portion de services spécialisés, une portion logiciel AI, Big Data, puis une portion équipementier et outils. Évidemment, il n'y a pas un firewall en chaque. Là. Il y a des entreprises qui couvrent tous les trois types de services ou de technologies, mais on a quand même voulu cartographier pour vous donner quand même un bel exemple, une belle illustration de ce que notre réseau représente. Il y a plusieurs piliers là-dedans qui sont dans l'automatisation, le numérique depuis de nombreuses années. Donc, c'est un réseau super intéressant, puis surtout axé sur la collaboration. Ensuite, rapidement, notre vision au regroupement, c'est de faire du Québec un leader mondial en automatisation collaborative et intelligente. Évidemment, nous, on est dans l'automatisation, on est surtout dans le 3.0 au niveau de notre cœur de métier, mais on tend évidemment à s'en aller dans le 4.0 parce que c'est très, très lié ensemble. Ensuite, notre mission, c'est de stimuler la collaboration entre les entreprises afin de créer de la valeur par l'automatisation. Puis j'insiste beaucoup sur création de valeur parce que c'est super important. L'automatisation et le numérique vont apporter beaucoup, beaucoup de valeur à votre entreprise. Il faut juste savoir bien les intégrer au bon moment dans vos processus de transformation. Ensuite, nos valeurs, en tant que regroupement, nous, ce qu'on prône, c'est surtout le savoir-faire. Donc, mettre de l'avant le savoir-faire, le génie québécois. Mettre beaucoup d'accent sur le partage des connaissances, le partage des projets. Donc, il y a beaucoup de collaboration qui est faite dans notre réseau. Et évidemment, le leadership. Mais comme on aime mieux démontrer qu'on a du leadership que d'en parler, c'est surtout par nos actions qu'on veut démontrer notre leadership, puis que nos membres également démontrent leur leadership à travers les différents projets qu'ils font au Québec et à l'international aux États-Unis, dans le reste du Canada. Donc, nous, on croit vraiment profondément que les leaders innovants d'aujourd'hui sont ceux qui vont réussir à conjuguer l'humain et le numérique. Puis pourquoi on a mis l'humain avant le numérique? Le numérique est super important, c'est des technologies, autant hardware que software. Le numérique est super important dans vos processus de transformation, mais l'humain doit être la base de tout ce changement-là. Parce que c'est l'humain qui va apporter le leadership, c'est l'humain qui va embarquer, c'est de développer le self-leadership de nos équipes pour arriver à pouvoir bien intégrer les différentes technologies qui sont devant nous et qui sont accessibles plus que jamais. Donc, sans plus tarder, la plateforme qu'on a voulu faire, en fait, c'est vraiment pour augmenter la productivité puis aider le passage à l'action des entreprises qui, malheureusement, plusieurs entreprises, plus de 80 des entreprises au Québec, tardent encore à se numériser et à s'automatiser. Donc, nous, on a vraiment voulu faire une plateforme accessible, facile d'accès pour justement faire le maillage entre les différentes sources d'automatisation ou de numérisation pour faciliter cette compréhension-là. Donc, on a vraiment une mission aussi de démocratiser les différentes étapes, vous présenter une chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment important pour nous. Tout est basé là-dessus. Puis, dans nos 4 grands objectifs, on veut accélérer la transformation, l'automatisation des entreprises innovantes du Québec pour créer de la valeur. Créer de la valeur par l'augmentation de la productivité locale et permettre plus d'exportation encore de nos entreprises. Puis, valoriser l'achat surtout du savoir-faire et des technologies du Québec. Souvent, malheureusement, on est un peu comme les îles de la Madeleine. On est un secret trop bien gardé. Les entreprises ont malheureusement le réflexe
réflexe d'aller à l'international. Comme dit souvent l'adage, nul n'est prophète en son pays. Ben, c'est un peu ça qui se passe ici. On a des belles technologies, on a du beau génie québécois, on a une belle relève en start-up. Yannick de Works Limited en est une belle preuve. Michel Ducrème aussi, avec toute son équipe, on a du beau génie, puis je pense qu'il faut l'utiliser, il faut valoriser nos acteurs québécois là-dedans. Puis en plus, ben, le dernier objectif qu'on s'est donné, c'est un grand et non le moindre, ben, c'est de fédérer les acteurs de soutien et de l'offre en automatisant l'écosystème en mode 4.0. Parce que si on veut que les bottines suivent les babines, comme on dit, ben, on est des leaders, on veut amener les gens vers le numérique, ben, il faut nous-mêmes, les acteurs de l'écosystème, se parler un peu plus, défaire les silos, puis se communiquer, faire aller l'information en tas. Parce qu'aujourd'hui, je crois que le thème, c'est les données. Donc, il faut faire circuler les données, il faut faire circuler la collaboration et la communication entre les différents acteurs. Puis comment qu'on va faire ça? Ben, nous, on s'est dit qu'il n'y a rien de mieux que la technologie pour nous permettre de le faire parce que c'est assez difficile de communiquer par morse ou par fax ou de s'envoyer des clowns chantants, comme on dit. Fait qu'il n'y a rien de mieux que la technologie pour faire voyager les données. Puis il faut organiser tout ça ensemble. Donc, nous, à l'Usine Bleue, oui, non seulement c'est une plateforme qui va vous servir à communiquer, justement, trouver les bons fournisseurs qui peuvent être prédestinés, en fait, à vous aider dans une étape précise de votre processus de transformation. Puis cette plateforme-là va vous permettre, entre autres, de communiquer directement via webcam avec des fournisseurs, faire des partages d'écran. Nous, on est en train de monter aussi un projet de monter des cellules en 3 dimensions, donc de vous donner des modèles de lignes de production de différents créneaux pour vous aider encore là dans la compréhension et permettre à nos fournisseurs de mieux présenter leur technologie en real parce qu'on est un peu en mode pandémie en ce moment. C'est un peu difficile de faire des visites d'usines. Donc, on a décidé d'amener les usines en mode numérique dans votre salon, directement à votre écran. Puis, on a décidé également d'animer ces journées-là, en fait, par des ateliers pratiques, des cellules collaboratives que je vais vous parler un petit peu plus tard, des kiosques interactifs, donc on peut vraiment bien communiquer, des conférences inspirantes, des jumelages intelligents. Donc, en one-on-one, vous pouvez également parler de pair à pair avec des fournisseurs et avoir surtout des groupes de discussion, des tables rondes, beaucoup alimenter l'effet justement collaboratif, d'échange d'idées, d'être proactif pour co-créer ensemble des initiatives. Donc, c'est également accessible par mobile parce que maintenant, il faut être accessible sur toutes les plateformes. Donc, si vous n'avez pas des fois l'occasion d'être devant votre ordinateur puis vous êtes en 2 meetings ou dans un rendez-vous, vous allez pouvoir vous brancher très, très facilement sur nos journées de l'industrie et revoir le tout en mode rediffusion parce que ça, c'est important. Nous, on est en train de monter une grosse base de données avec tout le contenu qu'on crée, tout le temps dans le simple objectif de vous démocratiser puis vous éduquer le plus possible à tous les types de processus qui peuvent exister dans la grande équation de la transformation. Donc, c'est important de comprendre où vous vous situez comme dans quelle variable, avec quelle variable débuter. Donc, nous, en fait, c'est pas juste un nom, l'Usine Bleue, qui évoque d'acheter local puis d'encourager le Québec et les technologies savoir-faire du Québec, mais on a vraiment voulu prendre ça au pied de la lettre puis on s'est imaginé se dire, est-ce que nous, là, en tant qu'écosystème, est-ce qu'on pourrait tous se fédérer ensemble puis former une belle grande usine à transformer de la matière première qui est les entreprises qui veulent se transformer? Parce qu'on parle beaucoup du manufacturier, mais nous, en tant que de regroupement en automatisation, on est capable de se coller à tous les pôles de compétences, en fait. Donc, l'automatisation, on se rend compte que ça en vient de plus en plus dans tous les autres types d'entreprises autres que la fabrication, même si la fabrication, ça demeure notre cœur de métier. Donc, au niveau de l'écosystème, on a tous les centres de recherche dont le CRIM fait partie. Donc, l'équipe à Michel fait partie. Il y a le CRIC, il y a le CNRC, il y a toutes les CCTT, les universités. Donc, tous ces centres de recherche-là qui font de la R&D très, très poussée. Ensuite, il y a tout l'écosystème des regroupements, en fait, des associations comme le MQQ, le MEC, le STIC et tout ça, Aéro Montréal. Ensuite, il y a tout l'écosystème, en fait, de tout ce qui est financement, donc Investissement Québec, l'économie innovation, il y a le DEC, il y a plusieurs programmes. Ensuite, il y a toutes les institutions financières. Nous, on appelle ça vraiment la première ligne de feu, comme on dit, parce que naturellement, quand vous avez des demandes de projets, soit que vous contactez votre institution financière pour financer, voir si c'est possible, ou aller chercher des programmes de financement, ou venez voir des regroupements comme nous pour les guider dans leur secteur respectif, ou carrément aller voir l'équipe de Michel qui fait de nombreux projets par année de R&D avec plusieurs entreprises au Québec. Ensuite, ben, il vient évidemment le leadership, ça c'est super important, c'est tout ce qui est planification, stratégie numérique, la stratégie d'affaires, la stratégie de transformation. Ça, c'est important de débuter souvent
souvent par cette étape-là. Donc, nous, on a voulu modéliser notre fameuse chaîne de valeur collaborative avec ce flot de transformation-là pour essayer qu'on travaille un peu tous ensemble à établir un peu les best practices pour vous donner un genre de guideline pour arriver à faire les bonnes étapes. Parce que souvent, nous, on le voit, les gens nous contactent, je veux installer un robot, mais tu sais, avant d'installer un robot, il y a plusieurs étapes à respecter, il y a plusieurs choses à mettre en place, soit pour mettre en place les montages financiers pour financer ces projets-là. Puis souvent, en cours de route, ils se rendent compte que le robot, ben, ça va venir peut-être plus dans 2 ans parce qu'il n'y avait pas les prérequis pour arriver là. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le goût de passer à cette transformation-là, puis le goût de passer à l'action. Ensuite, ben, il vient évidemment tout ce qui est analyse et valorisation de données. Ça, c'est plus justement Yannick et Worksimity qui pourraient intervenir à cette étape-là. Michel également pourrait intervenir à cette étape-là. Ensuite, il y a toute l'ingénierie, la conception, soit logicielle ou mécanique. Là, il y a plusieurs types d'ingénierie. Les intégrateurs qui viennent en ligne de compte, ça, c'est super important de faire affaire avec un intégrateur. Moi, je compare souvent ça à un avocat en droit des affaires. Ben, quand on a un bon avocat qui nous suit, connaît notre entreprise, il connaît comment monter des deals, ainsi de suite. Donc, c'est un peu un principe avec un intégrateur. Lui, il est en mesure de bien connaître les technologies. C'est un peu comme l'architecture de votre transformation. Donc, en fait, après ça, il y a toute l'intégration. Ensuite, les technologies numériques, web, AI, vision, big data, ainsi de suite. Ensuite, il y a tout ce qui est robotique, hardware au niveau de l'automatisation. Donc, ça, on parle beaucoup de robotique, mais il y a beaucoup d'hardware. Il y a des panneaux de contrôle, des systèmes il y a toutes sortes de systèmes. Donc, ça, c'est dans cette portion-là. Ensuite, de tout ce qui est programmation logicielle, l'application, donc sur mesure. Souvent, il y a de la programmation sur mesure à faire, soit l'installation d'un système de MES. Là. Puis ensuite, ben, en dernière étape, vient toute la valorisation des données, justement, au niveau même du marketing, des opérations, d'avoir des bons outils en place, puis d'être en mesure de bien valoriser votre temps, l'argent que vous investissez, vos ventes, les idées, puis les actifs. Parce que ça, c'est vraiment les 5 piliers de valeur d'une entreprise, puis c'est super important de les considérer. Donc, si on regarde sur un modèle un peu plus linéaire, si on veut, on peut considérer, mettons, qu'une entreprise, quand elle amorce un projet de transformation, on peut dire que c'est une entreprise qui est en mode pivot. Donc, elle est prête à pivoter, elle est prête à passer à l'action. Puis après ça, ben, elle s'adresse évidemment à l'écosystème. Nous, ce qu'on a voulu faire dans la deuxième étape au niveau de subvention et financement, ben, c'est de réunir tous les acteurs, en fait, dans cet écosystème-là pour arriver à automatiser un peu plus notre écosystème 4.0, notre fameuse usine qu'on veut mettre en place pour mobiliser les acteurs du Québec. Donc, après ça, bien évidemment, toute la portion modélisation, innovation. Là, je n'ai pas tout mis les étapes. J'ai juste mis quelques étapes à titre d'exemple les plus fréquentes. Donc, au niveau de l'audit, l'analyse des données comme un Worksimity qui pourrait installer des capteurs avec ses tableaux de bord pour comprendre ce qui se passe dans votre entreprise. En plus, évidemment, la stratégie peut être adaptée en temps réel à partir de ce moment-là. Ensuite, vient toute l'étape programmation, conception, intégration, robotique. Donc, c'est juste pour vous montrer que tout ça, c'est lié ensemble. Puis si on arrivait à travailler un peu mieux en cohésion dans un système optimisé en mode 4.0, bien, on serait capable de faire voyager l'information, le data entre chaque intervenant. Parce que dans un processus de transformation, la bonne nouvelle, c'est quand on le commence, ça ne s'arrête jamais parce que les technologies évoluent tout le temps. Puis c'est important que chacun des intervenants qui va arriver dans votre processus d'automatisation et de transformation puisse avoir une certaine connaissance des autres intervenants qui arrivent soit en amont ou en aval de eux. Ensuite, ben, si on prend l'exemple d'une entreprise qui est en agroalimentaire, à titre d'exemple, ben, on en a fait une dernièrement, justement, cette semaine. Cette entreprise-là, ben, nous, notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre réseau puis nos outils, on est en mesure de cibler des partenaires, des collaborateurs qui vont pouvoir venir les aider selon ce qu'on a qualifié avec eux en avant. Donc, on fait une première rencontre. Ensuite, l'objectif, c'est de venir la mettre au cœur de cette cellule-là, puis de lui présenter, en fait, différents collaborateurs qui peuvent intervenir au niveau de la planification stratégique, au niveau de la conception et l'intégration, ensuite au niveau de la valorisation des données, ensuite au niveau du contrôle qualité par vision intelligente et ensuite au niveau de la robotique de production. Donc ça, c'est un cas très, très concret qu'on a fait cette semaine d'ailleurs. Puis, on avait ciblé qu'il y avait potentiellement tous ces besoins-là. Évidemment, je tiens à préciser que tous ces intervenants-là, ils n'arriveront pas nécessairement tous en même temps, mais l'idée, c'est de créer une équipe une équipe de Jedi, que moi j'appelle, autour de cette entreprise-là pour lui permettre d'avoir toutes les conditions gagnantes le plus possible pour justement lui permettre de bien faire les bonnes étapes pour amorcer son processus de transformation. Évidemment, ce n'est pas gelé dans le béton. Ça peut être modifié, ça peut être adapté, mais l'important aussi, c'est de lui proposer des collaborateurs qui sont habitués de travailler
ensemble aussi, puis ils ont une certaine synergie puis une cohésion ensemble. Puis ça, c'est super important. C'est ce qui va assurer le succès de ce processus de transformation-là. Ensuite, ben, si on le regarde dans un autre axe, on a généralement 5 axes d'intervention dans lesquels on travaille. On travaille surtout les capacités d'affaires, hein, le fameux humain, processus et technologie qui est super important. Il y a des données à aller chercher là-dedans. Ensuite, au niveau du produit et service, donc tout ce qui est technologie, savoir-faire et ainsi de suite. Il y a des données effectivement aussi dans ce secteur-là super importantes. Au niveau du financement et subvention, ben, il y a aussi des données à aller chercher là qui sont super importantes à prendre en considération pour les différentes étapes. Au niveau du leadership collaboratif, ça, c'est beaucoup des données humaines qui sont des fois peut-être un peu plus difficiles à aller chercher parce que ce n'est pas nécessairement des données machines, mais en même temps, on est capable quand même d'aller chercher certaines données au niveau de comment ça se passe au niveau du leadership. Ça, c'est super important. C'est la base de tout projet de transformation qui est voué soit à l'échec ou au succès. Ensuite, bien évidemment, vient les ventes et marketing. Ça, c'est le nerf de la guerre d'une entreprise. C'est ce qui fait rentrer l'argent dans l'entreprise. Puis ça, c'est des données à aller chercher là-dedans. Fait que l'objectif du fameux 4.0, c'est de venir ultimement pouvoir venir relier ça. Donc, on s'enligne vraiment à pouvoir modéliser les entreprises du Québec vers la fameuse usine du futur, qui, pour certains, des fois, est très, très, très loin et pour d'autres, est un petit peu plus proche. Mais en fait, l'objectif là-dedans, c'est pas nécessairement de se quantifier est-ce que je suis très loin, je suis très proche, mais de se dire est-ce que j'ai le désir de m'en aller vers une modélisation de mon entreprise qui s'apparente vers l'usine du futur. Donc, ça, autrement dit, ce qu'on peut voir maintenant, c'est plus l'image, l'exemple concret d'une cellule d'automatisation collaborative qu'on met en place présentement avec les différents intervenants qui peuvent se partager de l'information que je tiens à souligner qui est partageable, on s'entend. On ne parle pas de partager vos secrets de la caramilk très, très précis à tous les intervenants, mais de pouvoir au moins partager une certaine couche d'information qui est très, très partageable et qui peut être très, très bénéfique, non seulement pour votre entreprise, mais pour vos collaborateurs, partenaires également, qui vont juste pouvoir mieux travailler avec vous par la suite. Donc, arrêtez de recommencer des roues à zéro et d'essayer de modéliser des modèles, en fait, avec des best practices. Donc, un coup que tout le projet, les collaborateurs travaillent ensemble, bien, ça permet d'envoyer cette information-là dans l'entreprise, dans le processus de transformation. Puis nous, évidemment, on veut établir des modèles qu'on va réintégrer par la suite dans l'usine bleue pour aider les prochains dans certains créneaux, dans les mêmes créneaux agroalimentaires, de pouvoir partir avec une meilleure rapidité, un fast track, comme on dit. Puis évidemment, bien, tous les bons succès de nos entreprises bleues qui deviennent un peu plus bleues, qui ont la conscience d'engager du bleu dans leur entreprise, bien, sont en mesure aussi de venir briller dans notre usine bleue, dans notre plateforme, parce qu'on veut aussi valoriser ceux qui y engagent du bleu puis qui ont la conscience de développer notre économie, non seulement nos fournisseurs. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Rapidement, j'aimerais terminer parce que je veux laisser amplement de temps à mes deux collègues parce que je sais qu'ils ont de l'information tellement, tellement pertinente et importante à vous présenter. Mais rapidement, si vous allez sur l'usinebleu.ca, on a fait notre lancement le 14 octobre dernier. On a eu beaucoup de conférences, des conférenciers super intéressants, des entreprises probablement que vous avez déjà entendu parler, toutes des entreprises du Québec. On a au niveau du savoir-faire des ateliers également qui sont déjà là, tous des ateliers très, très rapides, entre 15 et 20 minutes, des sujets très, très précis sur l'importance de faire un Audi 4.0, c'est quoi la modélisation de l'usine du futur. Puis, on a aussi créé des groupes de discussion, des tables rondes qu'on échange, qu'on partage, qu'on challenge. Donc, c'est vraiment le but d'avoir des idées ouvertes, puis de venir engager le dialogue avec nous, mais surtout le plus important, c'est que vous allez pouvoir venir déposer des projets d'automatisation. Ça peut être un petit projet comme un plus grand projet, mais il n'y a jamais de petit projet. L'important, c'est d'avoir des projets puis d'avoir le goût de se lancer dans cette voie-là. Puis vous ne le regretterez pas parce que c'est pour votre entreprise que vous le faites, puis c'est en même temps pour développer l'économie du Québec. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mon cher ami Yannick Desmarais de chez Worksimity. Ils ont une super belle technologie qui travaille depuis de nombreuses années, beaucoup de clients. Je ne veux pas te couper, Yannick, en même temps, parce que je ne veux pas brûler toutes tes punches, mais je trouve vraiment ça super, Yannick, ce que vous faites, parce que vous avez un beau produit qui permet très, très rapidement d'aller chercher des données puis de prendre le pouls concret de notre entreprise. Moi, souvent, j'aime bien vous comparer au Google Analytics qu'on installe sur un site web pour arriver à comprendre un peu plus ce qui se passe. Donc, sans plus tarder, Yannick, je te laisse te brancher. Hey, merci Carl pour l'intro. Je tiens à te féliciter aussi là, pour ce que vous avez créé, là, un écosystème au Québec. Je pense qu'il était grand temps qu'on en mettons en place. C'est une demande de plusieurs de mes clients depuis un certain temps. Moi, je l'ai vu ailleurs dans le monde, là, dans certains autres pays, ça fonctionne. Donc, bravo.
Puis le brand aussi, là. Le nom et le brand. Bravo. Merci. Ben, honnêtement, Yannick, ça a été co-créé avec nos membres aussi, parce que ça, je tiens à le souligner. On n'a vraiment pas voulu faire nos petits Joe connaissants, là, dire nous autres, on connaît tout. On s'est dit, tiens, on va co-créer avec l'écosystème. Puis honnêtement, moi, je suis très, j'en ai développé plusieurs produits, puis je suis très design by feedback, où on n'a rien de mieux que de le faire avec les acteurs qui sont impliqués. Puis ça, ben, regarde, je te remercie infiniment. Puis je t'invite d'ailleurs, si tu veux venir faire partie de l'usine bleue. C'est sûr. Fait que je me ferme, Yann, puis je te laisse la place. Bon, ben parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, bon, ben parfait. Donc, bonjour à tous. C'est ça, aujourd'hui, j'ai un petit 12-15 minutes pour essayer de vous résumer les 8 dernières années là, de mon aventure avec Worksimity. Donc, on va tenter de faire ça vite puis d'être très concis, mais surtout, j'avais l'intention aujourd'hui de vous parler vraiment d'une expérience client, donc d'un cas précis qu'on a vécu dernièrement. Donc, d'amener quelque chose de tangible là, en termes de premier pas pour la démarche de numérisation là, de la production. Donc, sans plus tarder, je vais un petit peu. OK, parfait. Donc, qui nous sommes? On est une entreprise qui a été fondée en 2012, donc 8 ans d'existence. On est tous basés à Montréal, une équipe de 35 personnes. Worksimity, on offre des solutions d'Internet des objets, monitoring de lignes de production ou d'équipement, puis également une plateforme d'analyse de cette data-là pour la manufacture. On a fait environ 3000 projets, principalement en Amérique, en Europe et en Australie. Donc, quand je fais souvent une conférence en personne, je pose la question à l'audience, pourquoi dois-je numériser ma production? Souvent, on interagit à ce moment-là, là, ça ne sera pas possible. Mais je vous lance la question, pensez-y. Moi, j'ai ma réponse à ça avec laquelle on a bâti au fil des ans. C'est que n'importe quelle entreprise manufacturière ou autre, son but ultime, c'est de toujours faire plus de profit. Donc, depuis quelques années, en fait, dans les 10 dernières années, il y a eu un bouleversement au niveau des technologies, comme vous le savez toutes. Puis, il existe maintenant sur le marché des technologies qui permettent d'atteindre ce but-là beaucoup plus rapidement qu'avant. Puis, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour commencer, une entreprise, normalement, utilise le cycle d'amélioration continue qui est M. Deming là, qui a inventé ce cycle-là. C'est un cycle qui est très simple, en fait. On va planifier la production, on va exécuter la planification, puis à la fin de la journée, on va comparer notre planification par rapport à ce qu'on a exécuté. Puis, on va cibler quelques points d'amélioration, donc des actions correctives pour essayer de s'améliorer le lendemain. Donc, la première chose qu'on voit arriver avec les technologies maintenant, c'est qu'on a accès à du data. On a accès à du data de meilleure qualité. Donc, au lieu d'être manuel, d'être collecté par nos employés, puis après, par la suite rentrer dans un fichier Excel, risque d'erreur. Donc, beaucoup de projets sont souvent mis sur l'exécution, puis c'est peut-être pas le projet le plus intéressant à mettre en branle. Donc, maintenant que les technologies, on peut s'assurer d'avoir le projet qui va rapporter le plus grand retour sur investissement. Le deuxième élément, c'est le temps. Normalement, le manufacturier, ce que je vois, disons principalement, on va réagir mensuellement. Donc, on va avoir des états financiers qui vont venir démontrer la planification avec le résultat. Donc, on est souvent soit en retard, on a des écarts, puis on va porter des plans d'action correctifs. J'ai quelques cas aussi qui réagissent à la semaine. Donc, à la semaine, il va y avoir un système de reporting qui vont leur permettre de réagir à la semaine. Puis, je vois quelques exceptions qui, eux, réagissent à la journée. Donc, à la fin de la journée, il y a un rapport, il y a une petite rencontre qui est faite, puis on va parler des actions correctives. Maintenant, avec les technologies, on peut le faire en temps réel. Donc, on peut le faire dans la minute qui suit un écart, dans l'heure qui suit un écart, puis apporter tout de suite un correctif. Puis c'est ça le game changer. Maintenant, pourquoi, on a un peu parlé du pourquoi, mais
qu'est-ce que je dois mesurer? Qu'est-ce que je dois numériser? Il existe un KPI qui est universel, peu importe le type de production que vous pouvez faire. Vous le connaissez peut-être. En fait, l'indicateur ultime qui permet de comparer, peu importe où vous êtes tous sur la planète ou quel type de production vous faites, c'est le TRG, le taux de rendement global, ou en anglais, le OEE. C'est un terme qu'on voit souvent, qui est fait en ce moment beaucoup papier, beaucoup rapport Excel ou tableau blanc dans les usines. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est on va mesurer les temps d'arrêt. Donc, un des paramètres du TRG, c'est la disponibilité. Donc, j'avais planifié produire un quart de travail aujourd'hui, 8 heures. J'ai eu des temps d'arrêt. Finalement, j'ai fait de la production seulement que 6 heures. Pendant ces 6 heures-là, j'ai eu de la perte de vitesse, donc diminution de cadence. Donc, au lieu de faire, par exemple, 100 unités à l'heure, j'en ai fait 80. Donc, j'ai encore là une perte. Donc, 80% de ma production sur 6 heures au lieu de 8 heures. Puis, finalement, on va venir regarder à la fin de la chaîne de production, est-ce que j'ai vraiment produit 100% de bonnes unités que je peux vendre à mon client ou mes clients? Donc, on va rajouter l'aspect des rejets. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Bien, ça va venir vous positionner par rapport à l'industrie ou par rapport à votre propre entreprise, les différentes équipes de travail ou les différents équipements. Qu'est-ce que je vois dans l'industrie? Bon, les meilleurs au monde sont autour de 85% de TRG, donc de OEE. Normalement, la moyenne typique, après plusieurs projets d'amélioration, va être autour de 60%. Puis quand on arrive qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de projets d'amélioration continue, puis on est au début du cycle, là, je vais plutôt voir du 40% de oui. Donc, 40%, ça veut dire que je laisse pratiquement plus que la moitié de ma capacité d'usine sur la table à chaque jour. Pour ceux qui ne le savent pas, en moyenne, dans l'industrie manufacturière, si je fais un gain de 3% du TRG, donc du OEE, ça va se refléter directement dans la profitabilité de l'entreprise à 1%. Donc, c'est du 3 pour 1, ce qui est énorme. On peut imaginer une entreprise qui est à 40, qui veut juste se ramener à la moyenne 60. C'est 20% de gain de TRG qui équivaut à 7% de profitabilité supplémentaire. C'est énorme, énorme, énorme. Maintenant, bon, c'est bien beau le pourquoi, c'est bien beau quoi mesurer, mais comment on le fait? Comment on démarre ça demain, un projet pour arriver à voir on en est où avec notre TRG, puis comment on peut l'améliorer? À chaque fois que je rencontre des entrepreneurs ou des gens, des directeurs d'usine, des vice-présidents aux opérations, je me bats vers ces trois limites-là, ces trois questions que j'ai à chaque fois, pratiquement chaque fois. La première, c'est beau, le digital, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner chez nous. Toujours une exception chez nous. Bien, aujourd'hui, avec la démocratisation des technologies, bien, c'est possible maintenant de faire des essais. C'est possible de faire des trials. Il y a des trials gratuits ou très, très peu coûteux. Donc, on peut tenter un projet sur une ligne, une machine, très, très rapidement, puis voir est-ce que ça fonctionne chez nous. Deuxième question que je rencontre, c'est ben, j'ai pas de budget cette année. Bien, encore là, les nouvelles technologies qu'on voit dans le marché depuis 4-5 ans ne demandent plus d'avoir un gros budget, d'avoir un CAPEX. Sont plutôt en mode abonnement. Donc, on vient pallier un peu l'aspect budget parce qu'on devient un budget d'opération. Donc, il y a une mensualité qui apparaît à chaque mois au lieu d'avoir un énorme budget. Puis, la dernière, qui est souvent, ben, je ne suis pas sûr que mes employés sont prêts pour ça. Ben, moi, je peux vous assurer, là, après 3000 projets, ceux qui ont fait des projets, ben, ils attirent la nouvelle main-d'œuvre. On l'appelle la next-gen chez nous. Ces gens-là recherchent maintenant à travailler pour des employeurs qui vont utiliser des technologies sur le plancher de production, qui vont utiliser des technologies pour s'améliorer.
Donc, ça devient un asset pour l'entreprise, ça devient un critère d'avantage par rapport au marché. Maintenant, comment on fait un trial? Je vais vous expliquer l'histoire chez nous, comment on fait un essai. On utilise l'Internet des objets, on a un capteur, puis là, je parle de nous, mais il y a toutes sortes d'autres entreprises qui offrent des systèmes comparables ou pour autres buts, mais qui ont des capteurs. Donc, capteur, l'Internet des objets, maintenant, c'est assez simple à utiliser pour à peu près n'importe qui dans un département de maintenance. Je dirais même, parfois même des gens d'amélioration continue, département d'ingénierie ou les opérations, peuvent eux-mêmes connecter ce type de capteur-là puis commencer à collecter de l'information. Ce que vous voyez là, c'est notre capteur à nous. Vous voyez, il y a deux fils. Un, c'est pour l'alimentation électrique, parce qu'on veut avoir un transfert d'informations 24 heures sur 24. Donc, on l'alimente avec le 120 volts. Puis, deux fils qui vont aller se connecter sur un signal électrique. Un peu partout sur une chaîne de production, on va toujours avoir un signal électrique. On va avoir un capteur optique qui va venir compter des unités. On va avoir des switches mécaniques qui vont venir compter des cycles sur une presse. Donc, il y a toujours un bouton pressoir on-off. Il y a toujours un petit signal. Donc, possibilité d'aller connecter ce capteur-là. Ça se fait très rapidement, comme je vous l'ai dit, en moins de 2 heures. Puis, boum, vous pouvez avoir accès à la plateforme qui va vous donner votre TRG, votre OII en temps réel. Ce que vous voyez à la droite, c'est un exemple. J'ai mis quelques tuiles. Les tuiles, c'est les petits rectangles. Puis, on voit le taux de disponibilité qui est les temps d'arrêt. On voit ensuite l'efficacité qui est la vitesse de production par rapport à son standard. Puis, la qualité qui est le nombre de rejets par rapport aux unités produites. Si on multiplie ces trois facteurs-là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on arrive à un OI de 61 % dans ce cas-là. Donc, si je parle de l'étude de cas, si je parle plus spécifiquement de l'entreprise, que tout dernièrement, on a fait un projet chez eux, une entreprise de 125 employés. La collecte d'informations était toute papier à chaque jour. Il y avait un rapport Excel aussi qui était fait à la semaine et qui était affiché en usine. Donc, l'entrepreneur m'appelle, c'est une référence d'un client existant, puis un peu en panique. Je suis à pleine capacité, je ne fournis pas mes clients, je suis souvent back-order, mon client n'est vraiment pas content. Puis, je suis sur le point d'acheter une troisième ligne de production, il y en a deux, il y a 2 lignes actuellement. Ça va me coûter plusieurs millions. Donc, un CAPEX et surtout beaucoup de temps, au moins 6 mois avant d'avoir l'équipement et la ligne de production en fonction. Donc, moi, je lui dis, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. On va faire un essai, 7 jours chez vous, une semaine. On va s'installer sur une ligne de production, choisis laquelle. Puis, je veux juste valider si ta ligne est vraiment à pleine capacité, comme tes employés te disent ou comme toi, tu penses qu'elle est. Puis, finalement, on s'est connecté. Puis, une grosse surprise pour l'entrepreneur. Finalement, sa capacité de sa ligne de production est plutôt autour de 29 %. Assez typique, je vous dirais, entre 29 et 50, entre 30 et 50 %, c'est ce que je vois dans l'industrie quand on va se connecter sur une ligne ou un équipement. On discute, on regarde après 7 jours de data, puis la plupart du temps, 80 % des temps d'arrêt sont très faciles à régler et peu coûteux. C'est souvent même les employés qui vont trouver les solutions et non pas avoir une équipe d'amélioration continue qui doit débarquer. Ça peut se faire à travers les employés. Même chose pour les diminutions de vitesse. Très, très, très fréquemment, la vitesse, c'est l'élément qu'on va améliorer très, très rapidement en donnant accès à cette information-là parce que c'est humain, la vitesse. C'est l'opérateur qui va ajuster la vitesse sur la machine. C'est souvent manque de matières premières, c'est souvent un transfert de matières premières d'un département à l'autre. C'est toujours très, très humain. Donc, on s'est installé de façon permanente. Puis, après 5 semaines,
incroyable, le gain qui s'est fait là-bas. Ça n'arrive pas tout le temps, ce type de gain-là, mais c'est quand même, je tenais à vous le montrer. On fait un gain de 40 de TRG. Donc, si vous regardez, sa vitesse est autour de 50 on est plutôt maintenant autour de 95. Donc, ça confirme ce que je vous disais. Les opérateurs, les superviseurs, le fait de voir la vitesse en temps réel ont permis de faire des petits ajustements puis d'augmenter ça de façon très considérable et de réduire quelques temps d'arrêt qui sont encore là très humains, qui est souvent, au lieu d'avoir une pause de 15 minutes, la pause était de 22 minutes. Au lieu d'avoir un lunch de 45 minutes, c'était souvent 1 heure. Donc, c'est souvent très, très humain. Donc, voici un peu les résultats de ce que je voulais vous parler en termes de chiffre du client. Ensuite, ben, si on transforme ça en gain, c'est quoi le gain pour l'entreprise? Et c'est quoi le gain pour le Québec aussi? Parce que le Québec est gagnant là-dedans, notre écosystème est très gagnant. Donc, on a fait un peu de calcul. Une entreprise qui faisait 125 millions de boîtes par année, 55 employés sur la ligne de production qu'on mesurait sur plus qu'un quart. Donc, taux horaire inclut un bénéfice, son TRG initial à 30 amélioration de 40 Donc, 2 gains très, très importants. Une entreprise qui fait maintenant plus de profit, donc autour d'1 million plus de profit à chaque année. Mais encore plus important, un client qui rend ses clients à lui heureux parce que maintenant, il fournit à temps. Puis, il y a même une capacité supplémentaire qui peut lui permettre d'envisager de faire des produits pour des ventes supplémentaires. Donc, ce n'est pas uniquement des gains au niveau de la profitabilité, c'est aussi des gains au niveau du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires augmente, bien entendu, l'entreprise grandit. Il y a de la prospérité au niveau du Québec et d'autres emplois peuvent se créer également. Donc, voici ce que je voulais vous parler au niveau de ce client-là. En résumé, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu du cycle de Deming qui est si on ne se mesure pas, on ne peut pas s'améliorer. J'ai modifié un peu cette phrase-là à ma saveur. En fait, ce que je dis de plus en plus aux gens dans notre écosystème, c'est ce qui se mesure à chaque jour peut seulement s'améliorer le lendemain. Tandis que si on se mesure en temps réel, ben, on peut s'améliorer maintenant. Donc, voilà un petit résumé des différentes expériences qu'on vit, nous, à chaque jour chez Worksimity avec nos clients. Puis, si vous voulez en savoir plus, je vous invite fortement à visiter notre site web. On a beaucoup de documentation, beaucoup de e-books, de white paper qui va vous permettre de continuer votre démarche. Il y a également beaucoup d'études de cas. Donc, j'en ai parlé d'un aujourd'hui, mais il y en a plusieurs autres. Donc, je vous invite fortement à aller sur le site Internet, puis télécharger ce qui bon vous semble. Puis, pour ceux que ça intéresse de faire un essai, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer une petite vidéo qui vous explique un peu plus comment ça fonctionne, puis vous allez être en mesure de prendre par la suite une décision éclairée. Donc, voilà. Je vais passer la parole à mon collègue Michel Savard du CRIM, qui, lui, va continuer, va élaborer un peu plus sur les prochaines phases d'un projet de collecte d'informations, de data. Donc, il va vous parler de la valorisation des données par l'analyse. Donc, Michel, je te cède la parole. Merci beaucoup, Yannick. Alors, exactement. Donc, j'arrive avec la perspective de ce qui se passe peut-être ensuite ou dans une autre phase de votre développement. Si tu peux arrêter. Ouais. Super. OK. Et voilà. Donc, le CRIM, ici, c'est un centre de recherche en informatique de Montréal. Donc, on arrive au moment où vous avez de la donnée. Et tout ce que je vais discuter, ça va être dans ce moment-là, dans cette phase-là du développement. Et surtout, je vais essayer de vous donner des petites informations pour démystifier ce que ce serait le 4.0 de la perspective du CRIM. Donc, premièrement, je suis un scientifique des données. Donc, j'arrive ici avec une perspective d'analyse qui est assez poussée lorsqu'on fait des projets au CRIM. Je voudrais juste vous mentionner que le CRIM, le Centre de recherche informatique de Montréal, c'est un centre de recherche, mais de recherche appliquée.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se positionne donc un petit peu entre l'industrie et les centres de recherche plus universitaires. Et notre mission, elle est vraiment d'augmenter la compétitivité des entreprises québécoises, mais en faisant un transfert de savoir-faire de pointe. Donc, les technologies de pointe, notre objectif, c'est de les rendre disponibles chez nos collaborateurs, nos clients. Et on fait ça, entre autres, en réalisant des projets de recherche et développement qui sont, entre autres, parfois directement liés au 4.0. Je vais vous parler spécifiquement d'un projet que moi, j'ai fait dans les derniers mois, qui touchait à la numérisation et à l'analyse de données sur une problématique de production. Et ici, imaginez, notre client, il avait une problématique d'une flotte qui avait été complémentée avec des senseurs. Et il désirait spécifiquement un peu plus comprendre ces véhicules-là et notamment faire de la détection d'anomalies. Donc, de détecter quand quelque chose se passait et puis qui était un peu croche. Les opérateurs, les conducteurs dans ce cas-ci, étaient, eux, capables tout à fait d'un peu savoir. Ils avaient une intuition, ils pouvaient savoir qu'une machine allait peut-être briser sous peu ou quelque chose comme ça. Ils ont implémenté un petit peu la mise en marche de senseurs, le monitoring, tout ça, exactement comme Yannick a présenté. Et puis, ils sont arrivés avec des solutions initiales qui avaient une très bonne valeur. Donc, la détection d'anomalies qui était utilisée peut-être sur ici, je montre un signal en fonction du temps qui aurait peut-être des pics soudains. Donc, c'est une première version. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que les règles qu'ils avaient pendant un moment, qui fonctionnaient et qui pouvaient leur montrer, en effet, il y a des problèmes sur un certain dashboard, ils ont atteint une limite. Ils sont arrivés à un moment où ils ont découvert que même des véhicules identiques, les deux unités avaient des comportements différents en fonction du temps et que les limites qu'ils avaient imposées pour faire la détection d'anomalies, elles ne suffisaient plus. Et même qu'ils voulaient maintenant faire cette opération-là pour tout leur type de véhicule. Et donc, c'était devenu un volume beaucoup trop gros pour faire des changements, peut-être à chaque mois, uniques, spécialisés à chaque item. Donc, ils ont bougé vers le développement de ce qu'on appelle un digital twin, donc un jumeau numérique, qui est en fait une représentation d'un ordinateur, un modèle mathématique qui est basé sur les connaissances physiques, qui est complémenté avec des modèles statistiques et probablement du machine learning que ici je vous mentionne sans vouloir faire peur. Et on les a accompagnés dans la réalisation, évidemment, de ces modèles statistiques-là pour mieux comprendre la personnalisation de chacune des instances de leur véhicule qui avait été agrémenté de senseurs. Donc, quand on parle d'analyse, il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Et moi, je veux vous laisser ici un graphique qui séparerait peut-être ce qui est possible de faire en termes de la complexité du projet que vous allez implémenter. Du côté des complexités un peu plus faibles, il faut absolument passer par là, selon moi. Et on parle de technologies telles que les dashboards et les capacités que Yannick vous a déjà présentées. Le CRIM a aussi la capacité d'aider les entreprises à passer au-delà et à aller dans des technologies un peu plus proches de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond peut-être, et d'autres techniques qui pourraient être regroupées dans l'intelligence artificielle. Donc, s'il y a un seul message que vous pouvez garder en tête, c'est qu'il y a une espèce de complémentarité des deux types, des deux phases de développement et il y a des acteurs dans la communauté qui peuvent vous aider de ce côté-là. Mais là, on a un problème. On cherche ici à faire une analyse des données qui sont disponibles et j'aimerais vous proposer une façon d'y penser. Quand on se pose la question, est-ce qu'on serait capable d'obtenir une valeur avec, par exemple, l'intelligence artificielle? J'aime ça dire à mes clients, essayez de penser à une des trois perspectives suivantes. Si jamais un de vos experts à l'interne est capable de prendre la décision en regardant les données, c'est bon signe. Si jamais vous vous disiez, je pense que je serais capable de le faire, oui, mais je n'ai pas assez de temps. Donc, on a un problème il y a trop de données à regarder. C'est bon signe aussi. Et une autre perspective, ce serait peut-être de penser, si on avait un stagiaire, un étudiant ou un ado qui mettait tous ses efforts, il serait capable de voir un signal
Alors là, encore une fois, on est dans un domaine de problématique ou d'analyse où les modèles statistiques seraient bons. Ce que je veux surtout dire ici, c'est que ce n'est pas de la magie. On a besoin d'avoir un signal fort si on veut pouvoir automatiser une prise de décision avec les techniques et les méthodes plus complexes. Dans le monde du crime, on fait beaucoup de projets et une des premières questions qu'on demande à tous nos clients, ce qu'on doit évaluer en premier, c'est un concept de peut-être le volume de données disponibles. Et je ne vais pas aller en détail ici. Tout ce que je veux vous mentionner, c'est qu'il y a des méthodes d'analyse qui ne sont pas disponibles lorsqu'on a des volumes trop faibles. Et à l'inverse, lorsqu'on a des énormes volumes de données, par exemple, si on a des millions de données de signal, de senseurs et qu'on a des centaines de senseurs, alors il devient impensable de faire certaines analyses moins complexes. Et donc, je vais vous donner quelques exemples ici d'outils ou de projets qui peuvent être faits au crime que j'ai vu moi-même. Donc, d'un côté un peu plus accessible, on aurait dans ce que j'appelle la complexité plus basse et qui est franchement vraiment important, on ne peut pas passer par-dessus, des analyses descriptives. Donc, on parle ici évidemment de dashboards qui vous présentent en temps réel, préférablement, l'état des choses. Cette étape-là est très importante. Je présente à gauche ici un exemple d'outil qui permet de faire une segmentation parmi plusieurs variables disponibles qui décrivent l'état du système. Et on est tout à fait capable d'obtenir une valeur d'une analyse de ce type-là. Dans mon exemple, avec ma flotte de véhicules numérisés, eh bien, ils étaient capables de faire fonctionner leur plateforme qui avait des alertes fixes pour détecter les anomalies. Et ça fonctionne très bien jusqu'à temps qu'on veuille passer à un autre niveau où on désire, par exemple, automatiser le choix de ces alertes-là. Et je termine ici avec les 3 exemples que je dirais qui sont peut-être plus complexes. Le mot-clé de maintenance prédictive est très important. C'est un concept simple à comprendre, mais qui est parfois difficile à implémenter. Ça demande une modélisation de votre système qui est très fine. Ça demande de l'expertise pour la modélisation statistique également. Et évidemment, c'est là que des acteurs comme le crime peuvent venir en aide. Détection d'anomalies, un concept très simple. Si on regarde le signal d'un senseur en fonction du temps, on est très capable d'imaginer ce qui se passe. On dit s'il est en haut ou en bas d'une certaine limite, ça va bien. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a plusieurs senseurs, par exemple sur le véhicule, si on avait une cinquantaine de senseurs, si chacun peut avoir une interaction, on arrive dans un espace qui a beaucoup trop de dimensions. On est incapable de faire même la détection d'anomalies avec les méthodes seulement visuelles. Et là, on arrive avec un besoin de modèles statistiques de décision qui serait représenté ici peut-être par des petits points rouges dans un espace multidimensionnel. Et évidemment, il y a le cas de mon jumeau numérique que j'ai mentionné précédemment. Donc, c'est un petit tour d'horizon de type d'analyse qui peuvent être faits avec des partenaires comme on a au crime dans nos projets. Sur ça, je passe la balle peut-être à Florent. Merci. En fait, je passe la balle aux gens qui nous regardent, plus exactement. Merci beaucoup à vous 3 pour ces présentations, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser dans le chat ou dans le module de questions et réponses. Je vais voir s'il y a des choses qui ressortent. Moi, je vais vous poser une question qui est quelque chose... Yannick, tu parlais un peu de budget tantôt. Selon vous, pour une entreprise, on va dire, d'une centaine de personnes, combien... on parle là d'entamer sa transformation numérique, mais tu disais que c'est des formules à abonnement. Je pense que c'est important aussi de parler du fait qu'il y a des coûts d'opération qui peuvent être récurrents et que c'est, comme ça a été dit par Carl, un processus qui se démarre mais qui ne s'arrête pas vraiment. Le but, c'est de rester, d'actualité en fait dans sa transformation numérique. Selon vous, une fois qu'on a entamé son processus de transformation numérique, c'est quel pourcentage de notre budget qu'il faut dédier à se garder à jour? Quand vous parlez de budget, là, vous parlez pourcentage du chiffre d'affaires ou...
Dans le but, peut-être pas du chiffre d'affaires, mais dans les budgets de fonctionnement, effectivement, combien ça coûte finalement de se garder à jour dans ces processus-là pour des usines? Ben, c'est une question difficile à répondre en termes Pas de chiffre magique, là, honnêtement. ouais, numérique, mais ce que je vois à travers le monde, c'est entre 1 et 3 du chiffre d'affaires qui doit être investi en numérique si on veut, si on veut être au devant de la compétition, là. Encore là, ça varie beaucoup par rapport au type d'industrie. Il y a des industries qui doivent investir beaucoup plus, d'autres moins. Mais disons, la règle du pouce, là, 1 à 3 là. Encore là, pour faire un peu de pouce sur ce que tu dis, Yannick, ça dépend toujours de l'état des lieux aussi en même temps. Ça dépend tout le temps des types de technologies, dans quel marché on est, combien de retard qu'on avait. Je veux dire, tu sais, une planification stratégique, des fois, ça peut être un mandat de 6 mois, comme pour d'autres qui ont déjà amorcé une réflexion stratégique. Le partenaire qui vient collaborer vient juste raffermir ou mettre au goût de jour. Donc, tu sais, c'est vraiment, vraiment relatif, en fait. Mais l'important, nous, ce qu'on suggère tout le temps, puis c'est probablement que Yannick et Michel vont être d'accord avec moi, c'est d'avoir une vision plus globale de ce qu'on veut aller, mais d'avancer quand même à coups de petits pas, mais dans une direction déjà prédéterminée où on ne fera pas des petits pas un peu à tâtons où on ne sait pas ce qu'on s'en va, puis on va d'abord continuellement, mais de se donner le droit à l'erreur, le droit à l'échec, de recommencer, puis penser que c'est un processus qui est organique aussi en même temps. Il n'y a pas de réponse absolue non plus. Puis on fait tout le temps un peu d'R&D quand on implante des nouveaux trucs aussi en même temps. Donc, on essaie de prédire le plus possible, hein, prédisons pour le pire, puis espérons le meilleur. Tu sais, c'est toujours ça, je pense qu'il faut arriver. Mais d'y aller en découpant les projets dans des budgets assez limités, au moins on circonscrit. C'est un peu comme si on fragmentait un disque dur, là. On évite que ça déborde, autrement dit, mais de se laisser quand même une marge d'erreur, c'est super important. OK. Moi, j'ajouterais ce qui doit être priorisé, c'est toujours de faire plus de profit. Donc, les projets numériques doivent amener un gain, puis ce gain-là doit être réinvesti pour amener un gain supplémentaire. Donc, c'est des couches de gain qui doivent toujours battre le coût. Là, le 1 à 3 du chiffre d'affaires doit être pallié par au minimum 1 à 3 de gain. OK. Mais je suis d'accord avec ton type de technologie, Yann, mais tu sais, des fois, quand tu implantes des robots à 250 000, on s'entend qu'on ne vient pas tout le temps nécessairement le rechercher tout de suite, rapidement. Mais en même temps, le retour sur investissement aussi ne se calcule pas juste en monétaire. C'est comme tu disais tantôt, c'est tout l'impact d'avoir une entreprise attractive, une entreprise où on développe des talents, on élimine un peu plus les emplois qui sont très, très récurrents, plates à faire, mais qu'on développe un département de robotique, par exemple, ou un département d'analyse des données, ou tu sais, je pense que c'est tout ça aussi l'ensemble, meilleure traçabilité, meilleur contrôle qualité. Tu sais, le ROI se calcule sur plusieurs facettes aussi, qui n'est pas nécessairement un gain marqué. Peut-être dans ton cas, Yannick, c'est plus des fois évident parce que tu es direct dans la donnée, mais il y a d'autres types de technologies de savoir-faire qui sont un petit peu moins faciles à tracer, mais qui sont d'autant plus importants à implanter. C'est intéressant que tu parles de talent parce que ça va faire le lien avec la question suivante. Geoffroy Garon-Épole nous demande est-ce que vous offrez le développement des compétences des employés touchés par la transformation numérique? Oui, en fait, c'est une excellente question. On est arrivé à cette conclusion-là il y a 2 ans. J'ai une personne en ressources humaines dans mon entreprise qui s'occupe de mes gens, mais qui a aussi déployé une formation uniquement pour ça. Donc, il y a une formation avant que le projet démarre, il y a une formation pendant le projet, puis il y a une formation post-projet aussi. Parce que c'est effectivement une transformation, puis une façon différente de travailler. Puis, il faut enlever aussi quelques mauvaises intentions que les gens pensent qu'on peut avoir là, d'installer des genres de technologies comme ça. Donc, oui, il y a définitivement. Si vous allez sur le site Internet, il y a un petit peu d'informations à ce niveau-là. Là. On vient identifier c'est qui le champion, puis il y a de la documentation pour ça. Je vais peut-être rebondir ici, Florian, que mon collègue Yves Coulombe a également répondu sur le chat, mais le CRIM a dans sa mission même le transfert des technologies et notre façon de développer la recherche qu'on fait, même si parfois elle est plus poussée, il reste qu'on fonctionne en mode collaboratif. Et notre objectif est que l'entreprise ait acquise le savoir-faire, elle est prise en main
et la technologie soit maintenant chez elles. Donc, c'est vraiment pas c'est pas une clé en main, puis au revoir. Donc, il y a en fait des acteurs qui ont ça à cœur. C'est tout à fait dans la mission dans ce cas-ci. Moi, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, puis pour renchérir aussi, Yannick, c'est d'où l'importance d'engager de la main-d'œuvre québécoise, du génie québécois, parce que trop souvent, on a vu, puis probablement Yannick et Michel, vous en avez vu des cas aussi, des technologies qui sont achetées ailleurs, du savoir-faire qui vient d'ailleurs, et des fois, ça devient un petit peu plus difficile par après quand ça va un petit peu moins bien qu'on pensait au niveau du transfert. La learning curve, comme on dit, est plus difficile. Puis ça, c'est super important. Puis moi, je vois la plupart de nos membres, justement, au début, accompagnent peut-être un petit peu plus en mode où ils font un peu plus pour l'entreprise parce qu'ils n'ont pas le know-how à l'interne, comme on dit, mais l'objectif, c'est ça, c'est tout le temps transférer pour rendre l'entreprise le plus autonome possible. Mais tu sais, c'est comme un cursus scolaire, là. On commence à la maternelle, on ne peut pas s'attendre d'être aussi bon que la personne qui est à l'université qui vient nous enseigner dans les premiers coups, mais c'est super important, là. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat et dans les spectateurs? On nous dit que le crime a aussi Yves Coulombe, donc le collègue de Michel, qui nous dit aussi que le crime a un service pour les entrepreneurs pour pouvoir venir et réfléchir pour quelques heures pour pouvoir s'orienter et savoir exactement cibler ce qu'on veut faire. Parce que c'est vrai que et je pense que Karl, tu offres des choses similaires avec le REAI. Tout à fait. Je pense que c'est effectivement souvent la chose qui est la plus difficile quand on commence ce processus de transformation numérique. Nous, on le voit aussi dans un cadre moins manufacturier, mais avec les collaborateurs qu'on peut avoir. C'est beaucoup de choses, il y a beaucoup d'endroits sur lesquels on peut intervenir. Donc ça, il y a plusieurs organismes au Québec qui vont pouvoir encadrer et accompagner et aider les entreprises et les entrepreneurs. Puis ça, c'est super important. Faites appel à eux, faites appel au crime, faites appel au REAI ou passez par nous. On se connaît entre nous et on va vous connecter à ceux qui font les choses qui sont importantes. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense En fait, pour renchérir, Ouais, Florent, bien on veut tous éviter que les gens tombent dans les fameux 12 travaux d'Astérix, le formulaire 4 copies, 8 couleurs, 30 étages à faire, 8 portes à ouvrir. Tu sais, c'est souvent ça. Puis déjà que le processus est complexe aussi, parce que comme je disais tantôt, c'est pas le cœur de métier des gens à temps plein de se transformer. Hein. Souvent, quand on part un processus de transformation, on accueille justement une entreprise à une table ronde. Au début, tu mets peut-être 5% de tes effectifs à commencer à te bâtir un noyau, une équipe qui va prendre en charge ça. Mais tu sais, je veux dire, on est tout occupé à produire ce qu'on a à produire. Puis autrement dit, on essaie de changer le moteur de l'avion en plein vol. Là, on n'a pas le temps de la mettre sur le tarmac pendant 3 mois de temps pour se transformer. Sinon, ça serait tellement le fun, mais il faut transformer ça en plein vol. Puis c'est ce que ça prend, un peu un genre de digital twin, comme Michel disait tantôt, là, où on est capable un peu de modéliser le projet vers quoi on veut s'en aller, avoir une équipe qui va être capable en temps parallèle pour pouvoir éventuellement venir mettre les layers un par-dessus l'autre pour que l'entreprise puisse s'imprégner de ça puis continuer de son propre chef. Fait que c'est vraiment comme ça qu'il faut le visualiser. Il ne faut pas avoir peur. Au Québec, on a toutes les ressources. On est tout en mesure de vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Puis ça ne coûte pas nécessairement rien. Là, ça coûte à rien justement de nous appeler, qu'on discute ensemble. Là, je veux dire, nous, comme Numania, on est un OBNL. Puis comme le crime aussi, je veux dire, on n'est pas là nécessairement en termes de profit tout le temps. Fait que ça, c'est important aussi d'avoir des ressources comme ça qui sont neutres aussi à quelque part. Là, ça, c'est important, une certaine neutralité aussi. Fait que ça, je tiens à le préciser. Là. Ben, super. Ben, écoute, il n'y a pas d'autres questions et je pense que c'est d'excellents mots de la fin que tu viens de prononcer. Donc, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Contacter un de nos 3 experts et je pense que vous allez être en bonne voie pour la transformation numérique. Merci beaucoup à vous 3. Karl Fugère du REAI, Michel Savard du crime et Yannick Desmarais de Worksimity. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous, Florian, aussi d'avoir organisé ce beau webinaire-là. Là. Ouais, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci à mes collègues aussi. Merci à vous autres. Bye bye. Bye, Carl. Bye bye. Bye Michel.